Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal avec la primature. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'active davantage pour la formation du premier gouvernement du deuxième mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle a amorcé des échanges d'abord avec le personnalité dont certains membres du présidium de l'Union sacrée pour la nation, notamment Batilou Kwebo, Vital Kamere et Jean-Pierre Bemba, chacun reçu à son tour au fleuve Congo Hôtel. Je vous propose de suivre le président de l'UNC, Vital Kamere, qui estime que Judith Suminwa a les compétences justes pour réussir son mandat à la primature. Un extrait de Jojo Moulamba. D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations à Madame la Première ministre, Suminwa Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN, parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Il s'agit d'une femme qui a un background, pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Madame Suminwa, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter les choses À la hauteur de défis qui sont les siens, ces propos émanent de la ministre fédérale belge des Affaires étrangères, Adjal Habib, qui a été reçue hier mardi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa. Les deux personnalités ont évoqué les principaux défis du prochain gouvernement congolais, s'agissant de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Adjal Habib a par ailleurs réitéré le soutien de la Belgique à l'armée congolaise face aux agresseurs de la RDC. Jojo Moulamba. C'est la première visite avec inofficielle d'un pays étranger. La rencontre entre la première ministre congolaise et la ministre fédérale belge des Affaires étrangères a tourné autour de principaux défis du prochain gouvernement congolais. Pour la chef de la diplomatie belge, Judith Suminwa sera à la hauteur de ces défis. La féliciter de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme, j'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. La ministre belge a par ailleurs insisté sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Ils sont énormes. Tout d'abord, la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo, rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi. Donc les défis sont énormes et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. Pour Adjal Habib, le passage de Suminwa au ministère du Plan est un atout autour de sa fonction actuelle. La quinquagénaire qui a succédé à Jean-Michel Sama-Lukonde manifeste ainsi son intention de procéder rapidement à la formation de son équipe gouvernementale. Assassinat en pleine ville, braquage, vol, gomme à vie de moments difficiles et la violence explose. Des hommes en armes non autrement identifiés et certains Ouazalendo seraient à la base de la criminalité accrue dans la première ville du Nord Kivu, dans un climat où tout le monde est sur le qui-vive du fait de combats entre le M23 et l'armée régulière. Patrick Ilunga.
Au moins 3 personnes sont mortes dans une fusillade déclenchée mercredi 10 avril à Goma, dans l'est de la RDC, en pleine journée à proximité du gouvernorat par des hommes armés. La scène a créé une panique. Ce jeudi, des suspects ont été arrêtés. François Kabea, maire de la ville de Goma, explique qu'une enquête approfondie est déjà en cours qui devrait aboutir à un procès public. Na lopango ya moto X Kingani na ba arme na ba effet militaire etikala wana, et nous avons tout récupéré et totiaki maboko na babomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso. C'est pour ça là, selon notre souhait, audience publique pour que Dans une ville fortement militarisée, ils sont plusieurs ceux qui pointent du doigt les Wazalendo, ces combattants a priori civils qui appuient l'armée régulière dans les combats contre le M23. Mais il faut un encadrement pour les Wazalendo, a plaidé le maire de Goma. Parce qu'il faut contrôler munitions à Zanango, Mondo qui a Zanango na mission nini. Goma est meurtri, la ville essaie de retrouver une quiétude, mais les combats entre les rebelles et les FARDC sont à quelques kilomètres. Long de 24 mètres, le pont Ovaya en territoire d'Aru en Ituri est désormais achevé. Le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya, a visité cet ouvrage reliant le chef-lieu de ces territoires et de l'agglomération d'Aiwara mardi 9 avril dernier. Satisfaction totale de la notabilité locale et les usagers. Un reportage de la presse militaire. Cet ouvrage avait été construit depuis l'époque coloniale. Il s'agit du pont Ovoa, jeté sur la rivière Aru, reliant les chefs-lieux de ces territoires et l'agglomération d'Ariwara, long des 24 mètres, avec une capacité de recevoir plus de 32 tonnes. L'ouvrage vient d'être remis en état après sa réhabilitation par l'administration militaire sous les commandements du lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni, accompagné des membres du comité provincial de sécurité et les directeurs provinciaux de l'office des routes qui exécutent tous les travaux. C'est ce mardi 9 avril en destination d'Ariwara que l'autorité provinciale a inspecté la qualité de cet ouvrage. Parce que c'est un pont qui a été vraiment en très mauvais état, avec les fonds, n'est-ce pas, du gouvernorat provincial. Nous avons refait ce pont. Il fallait que moi-même je descende ici, que je vois effectivement dans quel état se retrouve le pont aujourd'hui. Et j'ai vu comment l'état ancien, je suis même descendu en bas, vous avez vu, et j'ai remarqué quand même qu'ils ont fait un bon travail. La reprise du trafic sur cette passerelle a arraché une joie incommensurable dans les chefs des usagers, ici au village Ovoa. La visite de ces ponts est l'un des objectifs de la mission d'itinérance du gouverneur dans cette partie de l'Ituri. Rappelons que la réhabilitation des infrastructures routières s'inscrit dans l'approche non militaire prônée par les commandants des opérations militaires dont l'objectif est de restaurer complètement l'autorité de l'État en province de l'Ituri. Remise et reprise au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, le président du bureau provincial sortant refuse de remettre le véhicule qui pour lui est un don personnel du gouverneur de la province. Une situation justifiée par les réseaux Ponacongo qui crient au détournement et exigent les enquêtes. Je vous propose de suivre Patrick Awane, un de ses membres dans ce propos recueilli.
Et là, c'est un appel d'alerte. Nous venons d'assister à une scène qui ne nous a pas honorés dans la ville d'Issiro, où le président sortant de l'Assemblée provinciale refuse de remettre le véhicule du gouvernement provincial ou de l'Assemblée provinciale, disant que c'est un véhicule qui lui a été donné par le gouverneur. Mais pourtant, il met la plaque de l'Assemblée provinciale dans ce véhicule. Alors, c'est incompatible. C'est pourquoi nous voulons à ce président, nous demandons à ce président de pouvoir nous donner, de remettre ces véhicules ou à défaut de demander à l'Assemblée provinciale ou au gouvernement, à l'équipe du bureau ou du bureau définitif, de pouvoir mettre à place une enquête, une commission d'enquête pour demander au gouvernement provincial d'élucider les questions sur les véhicules, puisqu'il n'est pas normal que dans une province, l'Assemblée provinciale ou le président de l'Assemblée provinciale marque un véhicule. Une brève dans ce journal, le renversement d'un train marchandises de la société. Du quartier Montbélé dans la commune de Limete lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes afin de résoudre le problème de l'impraticabilité de la route Lumumba qui relie plusieurs lignes et ils se plaignent de l'amoncellement de déchets qui rendent et bloquent la circulation automobile et des humains après chaque pluie. Suivez. À Kinshasa, les habitants du quartier Montbélé dans la commune de Limete éprouvent des difficultés pour traverser la route. De l'avenue Université jusqu'à la 12e rue résidentielle, il est difficile d'emprunter calmement ce chemin, faute de route qui est remplie d'eau et des déchets. Après la pluie, la population de ce quartier éprouve des difficultés énormes, quel que soit le moyen de transport utilisé, notamment le taxi-moto, taxi-bus ou à pied. Le pont bouché est rempli de bouteilles en plastique, empêche les passages d'eau et les maisons sont inondées d'eau après chaque pluie. Il y a quelques mois, les travaux ont commencé mais se sont arrêtés subitement, explique une habitante du quartier. Mais nous n'en parlons même pas. Kuna liboso oh vraiment to sandeni to sala ndengini o esa ligne principale o lei sabato o meli sabato parce que ce qui na lobi ko leisa kimpuka eza kuna kuangeza kuna masango eza kuna mabaya eza kuna donc otonga nyoso ligne kaka yango oyo. La population du quartier Montbélé lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour cette route qui est aussi un raccourci, une route pour les marchands de bois et acheteurs. Les prix du transport en commun du secteur privé sont en hausse depuis un bon moment à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fruit de la spéculation sur différents trajets, a constaté notre équipe de reporters sur terrain, alors que l'hôtel de ville de Kinshasa a publié au cours de l'année dernière une grille tarifaire de transport en commun, des itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville, mais une grille qui n'a jamais été respectée, une situation qui pénalise la population. Rachel Misenga et Giscard Tamba étaient sur le terrain pour faire le constat. Les prix fixes de la course n'est pas connu. Les constats faits sur terrain depuis un bon moment est que le chauffeur fixe les prix selon les heures, les climats et leurs humeurs. Dans certains coins de la capitale, les passagers déboursent jusqu'à 5 000 francs, voire 7 000 francs par taxi après 17 heures sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, soit les triples du coût initial. Les Quinois s'en plaignent quotidiennement. Pour moi, j'aurais souhaité que le gouvernement la faut battre plus ministère de transport ils a chargé Rolandela pour la hausse de prix Rolandela bah presque chaque jour à tout moment dans tout le carrefour na barré na terminus faut battre gens presque à chaque fois pour que ça contrôle la suivi et le corona transport sera toujours selon heure selon tendance donc
Nous avons plus complicité entre chargeurs chaco, plus complice chauffeur. Certains conducteurs trouvent dans les embouteillages récurrents sur plusieurs acteurs principaux de la ville les mauvais états de la voirie urbaine ainsi que les tracasseries des agents de l'ordre, un prétexte pour se livrer à ce genre de pratiques. Premièrement, il y a dans le lot comme il bon marché ti boulevard faut ça 1h30 minutes dans là tandis que chaque jour dans son quittance dans son autorisation de transport mais là ba bongisa te ya moni ba chauffeur et mo ba cha ba transport ba 2000 au moins ba lemba le comme ba 5000 ba 6000 et à vie en là ba ta transport peut tracasser l'équipe makase comme ato memi 1000 francs mon transport soit à côté alors pesoka prix na. Les agents de l'ordre déployés sur terrain pour rétablir l'ordre et faire respecter la grille tarifaire de transport sont complices du désordre et favorisent cette hausse selon le chargeur. Ces différentes majorations anarchiques de prix provoquent l'augmentation de prix de biens de première consommation, affectant ainsi le panier de la ménagère. Un suivi sérieux sur terrain est donc nécessaire. L'impact des services de recyclage et d'assainissement est loin d'être respectif à Kinshasa. Pendant ce temps, certains Kinois continuent à jeter les déchets dans les caniveaux et cours d'eau, de quoi contribuer chaque jour qui passe à la dégradation de l'environnement. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et Giscard Tamba. Alors que Kinshasa s'attendait à recevoir plus de pluie en ces mois d'avril, de nombreux caniveaux sont bouchés par des déchets ménagers, sachets et bouteilles plastiques, déversés plus souvent par la population. Les cours d'eau et rivières se retrouvent eux aussi envahis par les mêmes déchets. Ceci représente un vrai danger pour l'environnement. On a les caniveaux qui sont bouchés. Les caniveaux qui sont bouchés vont déboucher à l'inondation, mais en même temps, on va avoir un sol qui est totalement infecté avec des cours d'eau totalement infectés. Imaginons par exemple aujourd'hui, l'on dit que les déchets des bouteilles plastiques ont bouché, si vous voulez, le système de traitement d'eau de l'usine de la régie des eaux d'Ongili. Et donc, on va avoir de l'impact sur la fourniture en eau, sur la fourniture de l'eau de qualité, sur la qualité de nos cours d'eau, sur la qualité du fleuve, mais sur la qualité de l'environnement globalement. Les sociétés de recyclage lancées avec Pompsa et là et les services d'assainissement de la ville semblent inexistants, soutient Lick Loutala. Et donc là, il y a manifestement un problème, non seulement avec la ville-province de Kinshasa, le ministère de l'Environnement, donc le niveau de politique gouvernementale, le niveau de politique au niveau des provinces. Mais en même temps, il faut vraiment se rendre à l'évidence que les interventions des sociétés de recyclage n'ont pas eu d'effet escompté parce que manifestement, on ne peut pas réussir le recyclage et échouer l'assainissement. Et donc tout ce qu'on assiste, tout ce que l'on voit maintenant relève non seulement globalement des politiques d'environnement, politiques environnementales et d'assainissement qui ont un impact sur les déchets qui doivent être recyclés et ceux qui ne doivent pas être recyclés. Pour rappel, 2021, un décret du gouverneur de la ville de Kinshasa avait interdit la commercialisation des sachets. La même année, Gentini Gobela avait lancé les projets Kintoko, entendez Kin Label. Ces projets consistaient à acheter auprès des Kinois les bouteilles plastiques pour recyclage. 3 ans après ces mesures, leur impact sur la ville est insignifiant pour de nombreux Kinois. À présent, parlons santé face à l'expansion alarmante de la monkeypox en Afrique. Les experts en santé nationaux et internationaux se réunissent dans la capitale congolaise Kinshasa du 11 au 13 avril 2024 pour élaborer la stratégie commune pour lutter contre cette maladie. Reportage de Rachel Misenga et Don Momata. De la RDC parti le monkeypox, de la RDC devrait naître des solutions pour endiguer cette maladie virale et rare mais hautement contagieuse.
Voilà ce qui explique l'organisation par Africa CDC de cette réunion régionale d'urgence des hauts niveaux à Kinshasa du 11 au 13 avril 2024. C'est le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, qui a donné le coup d'envoi de travaux techniques qui dureront 2 jours avant la rencontre de ministres de santé venus d'autres pays d'Afrique qui se tiendra le dernier jour de la réunion pour la prise des engagements politiques afin d'identifier de façon globale la lutte contre le monkeypox. La RDC représente ce pourquoi vous êtes tous ici aujourd'hui. Un pays carrefour où, avec 9 voisins, chaque chose qui impacte la RDC impacte les autres voisins. Les décisions que nous allons prendre doivent pouvoir aussi être portées par la diplomatie et par l'expertise au niveau des autres pays. Nous savons que le premier cas de monkeypox humain a été découvert chez nous. Nous savons que nous allons résoudre le monkeypox à partir de chez nous. Nous allons mobiliser l'école de santé publique, nous allons mobiliser nos experts locaux, et je rends ici hommage au professeur Mouyembe, qui est celui qui a travaillé sur ce virus depuis le début. Il nous a aidés à vaincre Ebola. Je suis certain que l'INRB, avec le professeur Mouyembe, nous aidera aussi à vaincre cette maladie. Parmi les 11 ministres de santé de pays d'Afrique à prendre part à cette réunion, 7 viennent de pays déjà infectés par les monkeypox. Cette maladie a récemment fait son apparition en République démocratique du Congo avant de traverser ses frontières pour toucher d'autres pays. Pour le seul mois de mars, la RDC a, selon le Centre d'opération d'urgence de santé publique, enregistré 365 cas suspects et 14 décès, ce qui porte à 3576 le nombre de cas suspects et 264 le décès notifiés depuis le mois de janvier de l'année en cours. La Chopo, les Kwango et Kinshasa figurent parmi les provinces les plus infectées selon l'OMS. La partie est de la République démocratique du Congo connaît un taux élevé de la transmission sexuelle dans les camps des réfugiés à cause de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le M23. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières, plage à la page internationale. Centrafricain est au cœur de préoccupations des autorités locales à l'effet de stimuler le développement de ce pays enclavé sans littoral. Au ministère des Équipements et de Travaux Publics, la priorité en 2024 est mise sur le désenclavement de régions de l'Est du pays, zones productives, mais également le corridor qui permettent de se raccorder aux pays voisins. Pour gérer le financement de ce projet, l'évaluation financière réalisée devrait faciliter la mobilisation de ressources. Suivez. L'un des défis de développement de la République centrafricaine, c'est l'enclavement, le déficit d'infrastructures routières et autres voies de communication. Le pays jouit d'un total de 5376 km de routes nationales, dont près de 650 km sont bitumées, insuffisantes pour assurer la desserte des régions de ce pays de 623 000 km². Soucieuses de l'intérêt des infrastructures routières comme vecteur de développement, les autorités locales inscrivent au centre des priorités la construction et la réhabilitation des routes à l'effet de stimuler le développement du pays et accélérer l'intégration régionale. Aujourd'hui, notre priorité, c'est le désenclavement de toutes les zones de l'Est, où nous avons une importante zone de production là-bas et que l'état des routes, depuis un certain temps, les routes en terre ne sont pas entretenues. Mais ceci dit, dans le cadre des projets régionaux, nous sommes en train de faire ce désenclavement vers l'extérieur à travers le projet CD13 qui nous relie avec le Congo et puis aussi le projet sur la route nationale 8 qui doit nous relier avec le Soudan à partir de Hamdofok. Mais l'un des obstacles à l'atteinte de ces défis est le financement. Le pays a obtenu la note B en indice de crédibilité financière par Bloomfield Investment Corporation, la première agence africaine de notation financière. Une note rassurante quant à la capacité de remboursement du pays et qui devrait améliorer sa cote de crédibilité sur le marché des capitaux, stimuler l'intérêt des investisseurs envers la RCA et donc permettre au pays de trouver des sources de financement de ses projets de développement.
Le pays envisage de lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de la sous-région CEMAC. Le défi majeur, c'est le problème des financements. La disponibilité des ressources pour permettre de pouvoir satisfaire cette exigence. Donc aujourd'hui, à travers cet exercice auquel le gouvernement s'est prêté. Le réseau routier centrafricain est constitué également de 3761 km de routes régionales qui sont entretenues par quelques sociétés forestières, notamment sur la route du 4e parallèle, et 15 000 km de pistes rurales très dégradées à plus de 80% suite à l'arrêt des activités des projets agricoles et des agences de développement. Le gouvernement du Ghana a récemment pris une mesure importante en augmentant de 58,26% le prix du cacao acheté aux producteurs avec effet immédiat pour le reste de la saison 2023-2024. Cette décision voit le tonne de cacao passer de 952 659 francs CFA à 1,507 millions de francs CFA pour le reste de la campagne en cours. Les autorités ont justifié cette augmentation significative en mettant l'accent sur la volonté d'améliorer les revenus de producteurs de cacao qui jouent un rôle essentiel dans l'économie ghanéenne. Suivez. Le Ghana a annoncé une décision majeure qui impactera directement les producteurs de cacao du pays. Désormais, le prix d'achat de la tonne de cacao sera augmenté de 58,26%, passant ainsi de 952 659 francs CFA à 1,507 millions de francs CFA pour le reste de la saison 2023-2024. Cette augmentation significative vise à soutenir et à encourager les producteurs de cacao dans leur activité, renforçant ainsi l'industrie cacaoyère du Ghana. Cette mesure mise en œuvre le 5 avril 2024 et effective immédiatement reflète l'engagement du gouvernement ghanéen à promouvoir le travail des agriculteurs locaux et à dynamiser l'économie rurale du pays. C'est quand même un effort que le gouvernement a consenti, mais qui reste, on va dire, largement insuffisant vis-à-vis des attentes des acteurs. Parce qu'on a d'abord même le combat du DRD qui n'a pas encore été, on va dire, gagné à 100% par les deux premiers fournisseurs importants du cacao au niveau du monde. Et donc, avec, on va dire, les coûts mondiaux qui sont allés à la hausse et des bénéfices que ça a généré, aujourd'hui, les producteurs sont restés en marge, ont été lésés au niveau de cette offre-là. En conséquence, la tonne de la fève s'échange désormais à 33 120 cedi, soit environ 2 471 $ contre 20 928 cedi, soit 1 561 $ en vigueur depuis le début de la campagne. Aujourd'hui, la situation du marché mondial nous amène quand même à questionner, on va dire, le système de commercialisation du cacao dans nos différents pays. Et je me dis aujourd'hui, que ce soit le Ghana ou même la Côte d'Ivoire, les gens doivent passer à revoir les mécanismes de commercialisation de cette fève au niveau de nos différents pays. Et pour ce faire, il faut pouvoir, on va dire, faire repenser tout l'ancien système qui lui date, on va dire, des années 80, au moment où les contextes mondiaux n'étaient pas les mêmes. Selon les autorités, cette hausse des prix du cacao s'explique aussi par l'interdiction d'exporter les fèves vers la frontière ghanéenne, notamment en Côte d'Ivoire voisine, premier producteur mondial où le prix au kilogramme est de 1 500 francs CFA depuis le 2 avril 2024. Une autre façon de vous informer, madame, monsieur, c'est avec les journaux parus dans la ville de Kinshasa. C'est jeudi 11 avril 2024. Place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 2 avril 2024 avec Forum des As qui titre... Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons cette session avec le Forum économique RDC Royaume-Uni, Kinshasa. Jean-Lucien Boussa présente les potentialités nationales devant les investisseurs britanniques, note le journal La Prospérité en sans manchette. Prenant la parole lors de cette cérémonie d'ouverture, le ministre du Commerce extérieur a circonscrit son allocution sur deux axes, à savoir la description des relations économiques et commerciales entre les deux pays et a
aussi fait un aperçu des potentialités économiques, lesquelles constituent des opportunités d'affaires pour les investisseurs. Diplomatie, l'Ukraine dispose désormais d'une représentation diplomatique en République démocratique du Congo. Note le journal Info 27, la cérémonie d'ouverture des 7 chancelleries a eu lieu mercredi 10 avril 2024 et elle a été supervisée par l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Sécurité Nord Kivu, une nouvelle fusillade ce mercredi à Goma, note le site politico.cd. 3 civils viennent d'être assassinés dans la soirée de ce mercredi 10 avril aux environs de 17h heure locale par des hommes armés au niveau du lieu communément appelé l'entrée président au croisement des communes, poursuit le site. La Banque centrale du Congo bénéficie de 23,55 milliards de francs congolais grâce à la titrisation de sa créance sur le trésor. Ces données ressortent d'un communiqué de la vice-ministre des Finances Onege Nsele du 9 avril. Il y est de noter que cette opération consiste en la titrisation de la créance de la Banque centrale du Congo sur le trésor public, note le site Zoom Echo. Léthargie des institutions, l'opposition parlementaire indexe une guerre de positionnement au sein de l'Union sacrée, note le journal Le Forum des As. Pour Christian Mwando Simba, le bureau définitif de l'Assemblée nationale aurait dû être mis en place depuis la semaine dernière, mais le processus est bloqué parce que l'Union sacrée n'arrive pas à se mettre d'accord sur la personne qui doit occuper le poste de président de l'Assemblée nationale, une situation qui bloque tout un pays en guerre, déplore ce député national. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voici le rappel de titres. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision.